Ce journal dont voici le sommaire. À Genève, les rideaux sont tombés sous les travaux de la 5e édition de African CIO Forum. Le Premier ministre Mamadi Youla a pris part à la rencontre, un rendez-vous de haut niveau qui a permis de débattre de plusieurs sujets, notamment les industries extractives. La journée internationale des forêts a été célébrée en différé en Guinée. Un constat, le taux de recul des forêts est estimé à 37%. Et puis la communauté médicale sénégalaise rend hommage à Dr Gabriel Sultan en lui décernant une distinction d'honneur. C'est à l'occasion du centenaire de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, cette double audience du président de la République accordée respectivement au ministre conseiller spécial du Premier ministre éthiopien. Il était venu défendre sa candidature au poste de directeur général de l'OMS auprès du chef de l'État et ce matin au directeur général de Toray Industries du Japon. Les échanges ont porté sur les opportunités d'investissement dans notre pays. La synthèse de ces rencontres avec Ibrahima Keita. Dr Tedros Adhanom, ministre conseiller spécial du Premier ministre éthiopien, candidat au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, est à Sao Touroya pour solliciter le soutien du président en exercice de l'Union africaine pour son élection. Professeur Alpha Condé et Dr Tedros Adhanom ont surtout échangé sur les grandes questions sanitaires du continent. Dr Tedros Adhanom, à sa sortie d'audience, s'est dit confiant de l'appui du chef de l'État. As you know, I am the candidate of the WHO Director General position. Comme vous le savez, je suis le candidat au poste de secrétaire exécutif de l'Organisation mondiale de la santé. So I came here for two reasons. Je suis venu ici pour deux raisons. Number one is to thank His Excellency President Alpha Condé for the support he has given me so far for my campaign. La première raison, c'est que je suis venu pour remercier le président pour tout l'appui qu'il m'a donné durant la campagne. The result of the campaign so far is very good. Et la campagne se passe très bien. And from the three shortlisted, I am number one. Et sur les trois candidats restants, je suis en tête. So I came to thank him for the good result we got and for his support. Et je suis venu remercier pour ce support qu'il m'a apporté. And the second reason is the second purpose of my visit is to ask him to continue to support. Et la deuxième raison de ma visite est de venir lui demander de continuer à me supporter. Il peut probablement convaincre ses collègues pour apporter l'appui. Reach out to countries. Et ainsi atteindre le monde extérieur pour rassembler tout le support nécessaire. So that's what he actually proposed. Et c'est ce qu'il a effectivement proposé. He will do his best. Il fera de son mieux to really make sure that we win the election of the World Health Organization. Il fera de son mieux pour agir de sorte que nous puissions gagner l'élection. And if I win this position, et si je gagne ce poste, I will not fail him. I will make him proud. Je ne le décevrai pas. J'agirai de sorte qu'il soit fier. À la tête d'une importante délégation, le directeur général de Toray Industries a été reçu en audience par le président de la République, professeur Alpha Condé. Les entretiens ont porté sur le domaine d'intervention de cette entreprise japonaise en Guinée. Et dans le cadre de son appui au gouvernement guinéen, Toray Industries a annoncé au chef de l'État la remise d'un don de 10 000 équipements de protection individuelle contre les épidémies. La mission de Toray vient d'être reçue par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette mission a fait tout d'abord un compte rendu de leur activité, leur séjour. Particulièrement, ils vont, après cette rencontre, ils vont organiser une cérémonie de remise de dons. De 10 000 équipements individuels de protection pour utiliser contre l'épidémie. Bon, le président a félicité et a apprécié leur contribution. On a aussi discuté la future collaboration entre la Guinée et le Japon dans le domaine que la compagnie Toray peut contribuer. Bon, comme je vous ai dit, Toray est une compagnie japonaise très connue au Japon dans l'industrie de chimie et
elle est une première, comment on peut dire, productrice mondiale de fibres de carbone. Toray aussi leur spécialité et bon, plusieurs spécialités, mais aussi fabriquer des tissus sophistiqués et résistants. C'est pourquoi cette fois Toray a développé l'équipement individuel de protection. C'est une nouvelle génération de ce genre d'équipe, très, comment on peut dire, plus simple et plus sophistiqué et plus confortable. Toray Industries s'est ainsi engagé à accompagner la Guinée dans le domaine chimique et textile. Et puis les échos de la 5e édition de African CEO Forum qui vient de se tenir à Genève. La Guinée a été représentée à cette rencontre de haut niveau par le Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Yula. Un panel sur l'industrie extractive a été initié pour expliquer à l'opinion internationale les raisons de la baisse drastique du prix des matières premières, notamment le fer et la bauxite. Adi Kamara est notre envoyé spécial. L'industrie extractive, comment préparer la sortie de crise? Ce thème d'actualité a retenu l'attention des initiateurs de Africa CEO Forum tenu à Genève. Les spécialistes de la question ont expliqué à l'assistance la nécessité de réaliser et de soutenir les grands projets miniers, gaziers et pétroliers en Afrique. Aujourd'hui, il y a un paradoxe. Certes, nous avons un projet comme celui de Simandou qui est à l'arrêt, mais à côté de ça, nous avons un regain d'activité que nous n'avons jamais connu dans le secteur de la bauxite et de l'alumine. Nous avons aujourd'hui des investissements de plusieurs milliards de dollars dans ce secteur d'activité, donc bauxite et alumine, qui sont en cours de développement. L'Afrique, qui offre beaucoup d'opportunités commerciales, veut changer le paradigme en vue de renforcer le secteur privé et encourager les entrepreneurs du continent. En Guinée, l'État met tout en œuvre pour développer le secteur minier afin de soutenir le tissu économique et industriel du pays. Ce qui a été discuté aujourd'hui, en gros, c'est de mettre un cadre de gestion de ce secteur qui soit adéquat, c'est de le faire dans un cadre macroéconomique qui soit stable, mais c'est surtout d'avoir une politique industrielle de transformation de nos matières minérales. Au lieu d'exporter la bauxite, au lieu d'exporter que le minerai, nous devons avoir des plans par lesquels, même si nous continuons encore d'exporter de la bauxite, il faut progressivement les transformer. Selon les experts présents à cette 5e édition de Africa CEO Forum, les investissements directs étrangers sur le continent sont estimés à plus de 57 milliards de dollars américains en 2016. Mais ils ont rappelé que les efforts doivent être consentis pour combler le retard en matière d'infrastructures, particulièrement l'énergie, les transports, l'éthique et le numérique, l'eau et l'assainissement. La Guinée aussi s'apprête à recevoir du beau monde à l'occasion du symposium Mine-Guinée qui se tiendra à Conakry du 9 au 11 mai prochain. Plus de 2000 visiteurs sont attendus et ce sera l'occasion de faire une promotion soutenue de ce secteur extractif qui est l'un des plus riches de la planète. Les enjeux de la rencontre avec Momoda Alpha Baldé. Dans les tiroirs depuis 2011, le symposium Mine-Guinée est de retour. Prévu du 9 au 11 mai prochain, le plus grand congrès minier d'Afrique de l'Ouest connaîtra la participation de 25 pays. 500 délégués et près de 2000 visiteurs sont annoncés. Ce forum minier, aux envergures internationales, permettra à la Guinée de promouvoir pendant 3 jours son potentiel minier. Toute activité de promotion minière sert à mieux faire connaître les opportunités d'investissement en Guinée et comment est-ce que ces opportunités d'investissement peuvent être transformées en projets concrets. Mais à la différence des activités de promotion auxquelles nous avons l'habitude de participer, essentiellement à l'étranger, cette fois-ci, le monde vient vers la Guinée pour pouvoir prendre connaissance de son potentiel et voir les opportunités qu'il y a dans le secteur minier. Le symposium Mine-Guinée 2017 offre aussi à la Guinée l'opportunité de diversifier son industrie minière.
Le zinc, le cobalt, l'uranium, le manganèse et le cuivre sont jusque-là peu valorisés. Nous avons aussi d'autres minerais pour lesquels le potentiel est important mais qui sont sous-exploités ou même inexploités. Donc nous allons aller vers cela et la diversité. Nous avons tenu à avoir une certaine diversité des acteurs, que ce ne soit pas seulement des acteurs intéressés à la bauxite ou au fer ou même à l'or simple, à l'or, mais que ce soit des acteurs qui puissent être intéressés à un éventail large de minerais pour que nous puissions, en leur présentant les opportunités d'investissement dans le secteur, pour que nous puissions les amener à investir dans la diversification de la production minière. Avec des réserves estimées à 40 milliards de tonnes de bauxite, 20 milliards de tonnes de fer et 700 000 tonnes d'or, la Guinée entend user de ses richesses minières pour accélérer son développement économique. Direction l'Abbé, en effet, la ville vient d'abriter la retraite annuelle du système des Nations Unies. 3 jours ont permis d'aborder les questions de développement local et urbain, mais aussi l'examen des actions menées en 2016. On en sait plus avec Moussa Bangoura. La rencontre annuelle du système des Nations Unies. Il était question pour ces agences onusiennes accréditées en Guinée de faire l'analyse critique du fonctionnement des différents services courant 2016, mais aussi identifier les perspectives pour l'année en cours. Important pour nous, y compris le secteur privé, qui sont des acteurs qui, s'ils sont oubliés, on ne pourra pas atteindre les objectifs que nous recherchons. Pendant 3 jours, ces bailleurs de fonds ont examiné tous les objectifs clés liés au développement durable, ODD, et la réforme des Nations Unies dans la dynamique du nouveau concept 2018-2022. Il faut qu'on travaille davantage avec les communautés, il faut qu'on travaille davantage avec les groupements de femmes, avec les associations des religieux, avec les leaders traditionnels. Parce que je pense qu'actuellement on est arrivé à un point où il faut absolument une appropriation par les communautés de ces différentes politiques, de ces différents programmes pour arriver à un changement de comportement souhaité. Il reste beaucoup à faire, alors j'ai sollicité qu'on mette en place un programme conjoint en vue de s'occuper des préoccupations spécifiques des populations de la région de l'Abbé. Cette retraite annuelle de l'équipe onusienne à l'Abbé a permis aux différents participants de visiter les communes rurales de Dalin et Tunturung, mais aussi le service au compte des projets à réaliser pour le bien-être des populations. Autre difficulté, des forêts périurbaines sont toutes menacées de disparition. À l'occasion donc de cette journée, le ministère en charge de l'environnement compte agir très vite pour inverser la tendance. Reportage Mohamed Alpha Baldi. Avant l'indépendance, le patrimoine forestier guinéen était estimé à plus de 15 millions d'hectares. Depuis, les différentes activités anthropiques ont fortement contribué à la réduction de ce potentiel. À ce jour, il dépasserait difficilement le million d'hectares. La déforestation, les feux de brousse, la culture sur brûlis, le manque de politique efficace de protection des forêts sont considérés comme principales causes du recul du couvert végétal. La dégradation des écosystèmes forestiers guinéens est particulièrement remarquable au niveau des sites miniers, des zones agricoles et autour des grandes agglomérations. En zone urbaine, des arbres situés à des emplacements stratégiques peuvent rafraîchir l'air de 2 à 8 degrés Celsius. La forêt atténue les changements climatiques et promeut le développement durable. Et la lutte essentielle, c'est de lutter contre le feu de brousse.
qui gâtent non seulement la forêt, la flore et la faune en même temps, et qui est l'habitude de nos confrères, les bouviers, l'agriculture sur brûlis, les mines et carrières, les orpailleurs et tout ça. Alors, au fait, si on ne se dit pas la vérité, on ne se regarde pas dans les yeux, dire à certains professionnels de faire attention, ce n'est pas seulement l'exploitation de la forêt qui s'effectue de façon sélective qui détruit l'environnement. Pour assister à ce changement climatique, il faut que tout le monde soit impliqué. Malgré le rapport remarquable sur l'équilibre climatique dans les agglomérations, les forêts urbaines et périurbaines sont aujourd'hui sur le chemin de la disparition. Les forêts de Cameroun, Kakimbo et Danta sont les rares à tenir. Une triste réalité que le département de l'environnement entend corriger. Dans le but d'assurer une meilleure préservation de l'environnement et une amélioration du cadre de vie des populations, d'importantes actions ont été entreprises par le gouvernement avec l'appui des partenaires au développement. C'est ainsi que des projets de loi portant actualisation du code forestier et du code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, prenant en compte les nouvelles évolutions dans le secteur et la gestion durable, vont être soumis à l'Assemblée nationale. En Guinée, la journée internationale des forêts coïncide avec le mois de mars. Nous sommes en pleine saison sèche. Pour marquer la journée, un plan est mis en terre dans la cour des eaux et forêts avant la grande campagne de reboisement national prévue en juillet prochain. Les syndicalistes ont 5 jours pour davantage connaître la place du genre dans la profession de défense des intérêts des travailleurs. Ils sont appuyés dans leur démarche par la Confédération syndicale internationale Afrique. L'intérêt de la femme est mis au premier plan par l'institution panafricaine. Reportage Amadou Touré. L'audit participatif du genre en milieu syndical, c'est le thème de cette formation appuyée par la Confédération syndicale internationale CSI Afrique en faveur du personnel de l'intercentrale syndicale CNTG-USTG. Elle vise à valoriser la femme dans la profession syndicale. Pour les initiateurs, c'est un point de départ d'une dynamique nouvelle dans le processus de transformation et de qualification des deux centrales. Dans un monde en perpétuel bouleversement et où les acquis des travailleurs sont quotidiennement menacés, la formation est devenue un passage obligé, voire une nécessité. En tant que force de changement, les organisations syndicales ont le devoir et l'obligation de montrer le bon exemple en matière de démocratie à travers le respect des droits des travailleuses et travailleurs de tout âge et à tous les niveaux des structures syndicales. Notre but en tant qu'organisation régionale aux côtés de nos organisations affiliées est de renforcer donc les capacités de nos militants et militantes afin qu'ils deviennent des forces de construction mais également de proposition dans tous les domaines. La recherche de l'expertise syndicale en faveur de la question du genre est l'objectif visé par les organisateurs. Ces outils que vous mettez à la disposition de la Guinée, des syndicalistes d'abord, mais qui seraient également utiles peut-être, et pourquoi pas aux employeurs, vient à point nommé. Pour preuve, la Guinée vient d'être interpellée par le BIT sur la représentativité dans les délégations qui vont à la conférence internationale de Genève. On nous demande de mettre plus de femmes. La CSI, Confédération syndicale internationale, initiatrice de la formation, est une organisation continentale qui regroupe 51 pays. Selon l'institution, cette démarche part du constat selon lequel l'approche genre est mal appliquée dans la gestion et le fonctionnement des organisations syndicales du continent. Le centre FECPA commémore aussi le mois de la femme sous le thème « Construire des alliances pour favoriser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans un monde de travail en mutation ». L'occasion était opportune de faire le bilan des différentes activités réalisées en ce mois de mars consacré à la femme. Reportage Makemedozo. Le centre FECPA, Femmes, Citoyenneté et Paix, fait de la promotion féminine son cheval de bataille. En ce mois dédié aux femmes, les responsables de ce centre réitèrent leur engagement à œuvrer pour l'autonomisation de cette couche sociale. Elle invite les femmes à croire en leur potentiel et donne l'opportunité à celles qui se sont illustrées dans leur domaine de partager leur expérience et inspirer la nouvelle génération. D'inciter la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui, à comprendre qu'il faut qu'ils s'engagent dans la bataille. Mais ça commence par quoi? Par la formation. Qu'on ne se leurre pas. En matière de droit, les femmes guinéennes sont gâtées. Il y a tous
les droits qui nous sont reconnus au plan international. Notre pays donc a reconnu ces droits pour les femmes de Guinée, a signé ces conventions et a traduit une partie de ces conventions-là dans, comme on appelle, les textes de droit en Guinée. Cet espace d'échange permet aussi de discuter des problématiques qui freinent l'épanouissement des femmes et encourager la promotion de leurs droits. L'objectif principal de cette activité, c'est de parler non seulement des œuvres des femmes, mais aussi de leurs réalisations et de leurs droits. Montrer à la femme qu'elle n'est pas un objet, mais qu'elle est un être humain et qu'elle peut faire quelque chose de très sérieux comme le font les hommes, sinon même plus. Plus de 500 personnes ont tiré profit des programmes du centre FECPA à Conakry en ce mois de mars. Une manière de capitaliser les actions des femmes et promouvoir leur autonomisation. Accident ferroviaire à Bouquet, précisément à Kolabouni. Il s'agit d'un train de la CBG, Compagnie des Bauxites de Guinée, qui a déraillé. Pas de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. Le constat avec Maurice Sidibé. C'est aux environs de 23 h le lundi dernier que ce train de transport des minerais de la Compagnie des Bauxites de Guinée a déraillé ici à Kolabouni, une sous-préfecture de Bouquet. Les rails sont complètement fendus, des roues détachées et plus d'une vingtaine de wagons éparpillés. C'est le bruit que j'ai entendu dans ma chambre. Il y a eu le tremblement sur mon lit. C'est ainsi maintenant que j'ai sorti. J'ai regardé les impacts qui s'est passé. Je suis arrivé maintenant, j'ai trouvé les gens en train de voir les impacts. Aucune perte en vie humaine, mais 2 personnes sont blessées. Selon les témoignages des riverains, elles se trouvaient dans ces camions remorques stationnés à côté des rails. En tant qu'autorité, quand on nous a informés vers 0h, nous sommes allés là-bas. Les chefs de la CBG étaient là-bas. Vraiment, nous avons eu la chance parce qu'il n'y a pas eu de mort. C'est pourquoi on ne doit pas mettre les véhicules, les tables, les motos ou bien d'autres infrastructures autour des rails. Au mois d'octobre dernier, un autre train de la Compagnie des Bauxites de Kindia avait déraillé à Tombo, ici à Conakry. Il avait fait un mort et plus d'une trentaine de wagons endommagés. Page santé, Dubrika s'engage à éliminer la trypanosomiase humaine africaine. Pour y arriver, les apprenants ont 2 jours pour se familiariser avec les techniques de prévention contre cette maladie et l'utilisation des tests de diagnostic. Ce cycle de formation constitue la première phase du projet DIDECT-AT qui se fixe pour objectif d'éradiquer la maladie en Guinée d'ici 2020. Sam Marathon, reportage. Les responsables des centres de santé des préfectures de Bofa, Dubreka et Forikaria à l'école de la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil. Ils apprennent des techniques de diagnostic et les méthodes de prise en charge. Nous allons parcourir le protocole de l'étude. On va aussi apprendre à faire des dossiers de patients, à prendre le consentement éclairé du patient. Mais de très pratique, nous allons aussi apprendre à faire 4 tests de diagnostic rapide. Il y en a des tests qui sont nouveaux, donc il faut apprendre à les bien faire. Et ensuite, nous allons aussi apprendre à faire des photos pour incorporer dans le dossier électronique et en plus à faire des films des résultats microscopiques. La formation de ces agents des services de santé est la première étape du projet DIDECT-AT. Pendant 3 ans, ce projet va développer les moyens de contrôle de la maladie du sommeil sur le littoral par la détection des cas d'infection et la recherche des médicaments. Ce projet donc va permettre au ministère de la Santé d'avoir un moyen de diagnostic précis au niveau périphérique pour permettre aux agents qui sont dans les coins les plus éloignés, dans les zones les plus défavorisées, d'avoir la possibilité de diagnostiquer à temps cette maladie et de soumettre les malades au traitement. Ce nouveau projet vient s'ajouter aux autres structures intervenant sur le terrain pour éliminer cette maladie. Parmi ces acteurs, la Fondation Bill et Melinda Gates. Cette autre structure a déjà financé l'installation des écrans bleus dans toute la mangrove pour mieux combattre la mouche TC, principal agent vecteur de cette maladie.
Et on se dirige à présent vers la ville des Agrumes. Là-bas, les acteurs de la santé ont été outillés en technique de management et en leadership. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet Finance et Gouvernance de la santé, une formation aux enjeux multiples, comme nous le décrit ce reportage de Kernos Mandialo. Le développement du leadership et du management dans les administrations publiques fait partie du programme de réforme en cours pour la dynamisation des secteurs de la vie socio-économique. Dans le domaine de la santé, les spécialistes encouragent la maîtrise des techniques de management au niveau des responsables pour permettre de qualifier les services et promouvoir une gestion axée sur les résultats. Dans la ville des Agrumes, les cadres du ministère de la Santé s'approprient les nouvelles astuces pour reformer le style de gestion des structures hospitalières. Le résultat d'un appui sollicité par le ministère en charge du secteur et soutenu par les États-Unis à travers le projet Finance et Gouvernance de la santé. Parfois, le médecin, quand il a été formé en médecin, il n'a pas forcément été formé en tant que manager. Donc c'est apporter un plus, mais aussi surtout relié à leur vécu professionnel réel, quotidien, en quoi s'appliquent ces techniques et ces théories et ces concepts de leadership et de management. Les caractéristiques d'un bon leader sont enseignées à l'ensemble des participants venus de tout le pays et impliqués dans la gestion des hôpitaux à différents niveaux. Dans toute entreprise humaine, il faut d'abord un dirigeant. Si on dit dirigeant, ce n'est pas forcément la première personne, mais quelqu'un qui au moins connaît amener les gens vers un objectif. Donc ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, dans le management, il faut certainement, pour atteindre un objectif, il faut que nous ayons une méthodologie ou bien une étape, des étapes à franchir et des ressources. Donc ça provient d'une planification ou de la façon de travailler pour atteindre l'objectif. En septembre prochain, d'autres rencontres de ce genre vont se tenir pour développer le leadership au sein du ministère de la Santé et dans d'autres départements ministériels afin de moderniser le système de management dans les administrations publiques. L'association des bureaux de change agréés de Guinée a tenu son assemblée générale à Kaloum. Objectif, féliciter le président de la corporation des résultats enregistrés et discuter des voies et moyens à mettre en œuvre pour renforcer le partenariat entre les membres. Boubacar Ba. Cette rencontre qui a mobilisé un grand nombre de cambistes venus apporter leur soutien à leur président en raison de son engagement et de sa détermination à assurer la promotion de ce secteur commercial très réglementé par les autorités de la Banque centrale. Des orpailleurs ont également pris part à cette assemblée en tant que partenaires privilégiés des bureaux de change. Le porte-parole des 44 bureaux de change agréés a loué les efforts du président de la République pour son implication à la stabilisation du taux de change et encouragé la Banque centrale à poursuivre ces efforts afin d'assainir mieux le secteur. Nous sollicitons auprès d'eux, si possible, la baisse du quota d'agrément afin que beaucoup puissent s'agréer. Le président de l'association a remercié les uns et les autres pour leur soutien et invité ses pairs à cultiver l'esprit d'équipe et de partenariat gagnant-gagnant entre les membres. Donc notre rencontre ce matin-là, c'est pour toujours renouveler notre confiance et renouveler l'association encore de plus, pour vous montrer que les gens, on est toujours unis, on est toujours une seule association de la République de Guinée. À la surprise générale, un cambiste qui évolue sous le label de son grand frère agréé s'autodésigne président des cambistes dans les médias publics et privés. Il y avait une association, le bureau sans agréé, dont M. Koula était le président. La Banque centrale a jugé nécessaire pour mettre une seule équipe, une seule structure en place pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc maintenant, on ne doit plus parler de l'affaire de l'association, ni le groupement, maintenant c'est la fédération. L'association des bureaux de change agréés ne reconnaît pas Bakary comme membre de leur corporation, car il ne disposerait d'aucun agrément, chose confirmée par la Banque centrale. Depuis un certain temps, nous avons vu l'émergence d'une seconde association qui est dirigée par M. Bakary Konaté, qui, à notre niveau, n'a pas d'agrément. Il évolue avec son frère, qui est M. Seydou Konaté. Nous avons reçu une requête de la part de M. Seydou Konaté, qui demandait à la Banque centrale de transférer le bureau de change au nom de son frère. Mais le vrai problème qui s'oppose, c'est que l'acte fondateur
de la société, le seul gérant uniquement reconnu sur le plan juridique, c'est M. Seydou Konaté. Ainsi, la Banque centrale ne pourrait le faire que si le bureau de change de son frère est modifié par un notaire, car dans ce statut, il est dit que Seydou Konaté est président de ce bureau à vie et ne peut être remplacé par un autre. Et puis la Cour constitutionnelle informe l'opinion publique nationale et internationale qu'au cours de son audience plénière de ce jeudi 23 mars 2017, elle a procédé à l'élection de son nouveau vice-président. Le scrutin a été marqué par la participation effective de 8 des 9 conseillers de la Cour. L'unique candidat, Dr Mohamed Lamine Bangoura, a recueilli 7 voix sur les 8 suffrages valablement exprimé et un bulletin nul a été enregistré. La passation de service entre le nouveau vice-président Dr Mohamed Lamine Bangoura et son prédécesseur Dr Ali Adjabi aura lieu le 7 avril 2017. Préparatif du centenaire de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'un des derniers témoins des premiers pas de cette institution d'enseignement supérieur est Dr Gabriel Sultan, un médecin centenaire auquel la communauté médicale sénégalaise vient de rendre hommage en lui décernant une distinction d'honneur. Reportage Fodé Camara. 1917-2017, la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop a 100 ans. Le temps de rendre hommage à Dr Gabriel Sultan, l'un des premiers pensionnaires de ce temple centenaire du savoir. Une distinction d'honneur qui récompense les travaux de la première cohorte de médecins africains formés au Sénégal sous la bannière des colonies de l'Afrique occidentale française. Et un siècle après, Dr Gabriel Sultan est l'un des derniers témoins de cette longue page d'histoire de la médecine africaine. J'étais le plus jeune parmi eux et ça ne m'a pas toujours porté bonheur, malheureusement. D'abord dans les tenues et puis ensuite dans la vie courante. On me prenait tout le temps pour un genou. Et genou, là, viens ici. Vous voyez, c'est le sentiment de fierté, de joie d'abord, de fierté. J'étais dans mon coin ici à Conakry tranquillement quand il y a eu toute cette paperasse, tout ce machin, y compris la médaille qu'on m'a offerte. Alors vraiment je me suis dit, tu n'as pas perdu ton temps. Né en 1917, un an avant la fin de la Première Guerre mondiale, tel un soldat, Dr Gabriel Sultan a dédié sa vie au combat contre les maladies. De l'hôpital central indigène de Dakar, en passant par Kankan et Conakry. Dès les premières heures de sa vie, cette vocation était déjà dans les gènes de ce vieux médecin. J'ai toujours dit que depuis gosse, j'ai voulu faire le médecin. Depuis gosse, j'ai toujours eu une petite trousse où il y avait toujours 2 bandes ou une bande, un peu de coton. Et je m'amusais à soigner mes camarades. Pour Dr Gabriel Sultan, mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, ce fervent défenseur de la prévention a un seul regret, lié à la perte de ses condisciples de Dakar, qui pour la plupart ont tiré leur révérence dans la lutte contre des maladies comme la trypanosomiase, la tuberculose, le paludisme, la lèpre et des maladies hydriques. Et puis le coup d'envoi de la première édition sport en milieu scolaire sera donné le 22 avril prochain à Conakry. Ce tournoi se déroulera dans 4 disciplines sportives. Sur les préparatifs de l'événement, le ministre de l'enseignement préuniversitaire a animé un point de presse dans les locaux du 10 département. Nous y reviendrons. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous, bonsoir et à bientôt.